Bienvenue sur Zone Grise, le podcast où la vérité n'est ni noire ni blanche. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e volet, ou 5e épisode. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir notre premier invité, Stan, alias VDV Imo. Stan, comment vas-tu? Bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir. Tout va bien. On finit une année certes difficile, mais tout va bien. La santé va bien, tout le monde va bien, la famille va bien, donc merci. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour nos auditeurs, je pense qu'ils sûrement ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Bah écoute, je m'appelle Stan. Sur les réseaux, je suis plus connu sous le nom de VDV, en rapport avec la chaîne YouTube que j'ai créée il y a maintenant 6 ans, la chaîne VDV Immobilier, qui est une chaîne qui dispense des formations gratuites pour aider à investir en immobilier, que ce soit sur du locatif ou du marchand. Une 40aine d'heures de formation gratuite validées par des professionnels. Ensuite, j'ai produit des livres sur l'activité de marchand notamment, que je pratique avec ma compagne. Donc là, on est d'ailleurs à la 2e version qui est ici. Donc c'est des livres formation. L'idée, c'est de produire des formations, des manuels pédagogiques écrits, pour contrebalancer un petit peu de ces formations miracles qu'on vous vend à des milliers d'euros. Et puis à côté de ça, j'investis dans le locatif, courte durée, longue durée, on en reparlera, et dans l'activité de marchand bien. Et j'ai également co-créé une agence immobilière, l'agence d'investisseurs, qui a pour ambition d'accompagner les investisseurs dans leurs projets immobiliers. Bien sûr. Donc pour donner un petit peu juste, je vais donner un petit peu le contexte. Moi personnellement, j'ai rencontré Stan du coup à l'apéro Imo. On avait fait à Cannes il y a 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Mi-septembre, ouais. Ouais, mi-septembre. Et Johan, toi, t'as connu en fait par hasard, justement, par hasard, Stan. On en avait parlé un petit peu sur le premier podcast. Enfin, je sais pas si tu l'avais écouté, mais j'avais fait une courte entrevue où j'avais parlé un petit peu IMO et où j'avais dit que j'avais rencontré justement Stan sur une opération. Donc c'était du côté de Brignoles. Ouais, dans le Var. Exactement, ouais, pour un immeuble de rapport. Bon, finalement, qui a pas abouti. Mais bon, voilà, on s'est rencontrés là. C'était une super affaire. Finalement, les banques n'ont pas suivi, mais bon, la vie continue. Et puis, bien sûr. Et puis voilà. Ouais, c'est bien qu'on ait gardé contact. Et puis, exactement. Effectivement, on s'est revu à cet apéro immobilier. Et puis, puis nous, on apprécie ce que tu fais sur les réseaux. Alors, pour commencer tranquillement, on va rentrer directement dans le vif. Bon, on va parler immobilier, principalement. Clairement. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il est encore... Bon, la réponse, elle est quand même évidente, mais est-ce qu'il est encore avantageux d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, plutôt dans du locatif, plutôt dans de l'achat-revente, dans un contexte, on va dire, on prendrait un jeune qui aurait à peu près la vingtaine, qui a, on va dire, un CDI en place où il toucherait à peu près 2000, 2200 euros par mois, avec un capital de 20 000 euros. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire avec justement ces armes-là, ces outils-là? Écoute, effectivement, aujourd'hui, on a un contexte, notamment dans les médias, où on nous explique que l'immobilier, c'est très compliqué en raison de l'augmentation des taxes, en raison d'une insécurité réglementaire, juridique, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu penses immobilier, qui est un actif plutôt long terme, moyen long terme, hormis l'achat-revente, on en reparlera tout à l'heure, mais je veux dire, c'est pas de la crypto, c'est pas du trading, donc c'est plutôt du long terme. Donc si tu réfléchis sur un actif à long terme, tu es obligé de te projeter. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de se projeter à moyen long terme au vu de tout ce qui se passe, donc on l'a dit, réglementaire, juridique, fiscal. Maintenant, pour te répondre, oui, je pense que c'est encore pertinent d'investir en immobilier en raison de l'effet de levier bancaire qui est propre à l'immobilier. C'est très difficile d'aller emprunter à une banque pour investir pour de la bourse ou pour de la crypto. Bon. Donc évidemment, c'est un levier qu'il faut utiliser pour se constituer un patrimoine et donc pour s'enrichir naturellement. Bien qu'effectivement ce soit plus compliqué, ça reste à mon sens encore pertinent. Maintenant, il faut bien être vigilant à ce qui se passe, évidemment, essayer de comprendre ce qui se passe pour essayer d'avoir une vision, d'anticiper. On en reviendra probablement tout à l'heure aussi, mais c'est pas mal de s'intéresser, une fois qu'on a investi en France, à l'investissement en société. Donc là, on va parler de l'entrepreneuriat immobilier, voire même à l'investissement à l'étranger pour diversifier. Pour répondre à ta question plus précisément, quelqu'un qui débuterait, qui voudrait débuter, qui aurait donc des revenus d'activité, que ce soit salariés ou entrepreneuriaux dans les 2000 euros, un apport, etc. Je lui conseillerais évidemment de se lancer. Après, il n'y a pas qu'une façon de faire l'immobilier. Bien sûr. Il y a plusieurs façons de faire l'immobilier. Donc déjà, il faut
investir dans une stratégie avec laquelle on est aligné, qui nous épanouit. Il y en a par exemple qui ne veulent absolument pas faire la location courte durée. Bien sûr. Ils ont leur raison, comprenons-le. Donc il faut aussi faire quelque chose avec lequel on se sent aligné. Bon, il y en a, on leur parle d'immeubles, de rapports, ils vont dire non, un immeuble, plusieurs lots, oulala, non. Bon. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et- Je coupe, hein, mais Ouais. c'est souvent déjà, rien que par exemple, ça peut être même typiquement pour faire une opération telle que, je sais pas, un achat de résidence principale. Ah non, c'est trop. Ouais. faut faire- Alors que, et je voulais justement en arriver là, à mon sens, pour commencer, je trouve que, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, et c'est pas que l'unique façon, mais d'acheter sa résidence principale, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que, et là pareil, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur les réseaux, d'ailleurs de personnalités assez connues, qui déconseillent d'investir dans sa résidence principale parce que c'est pas un actif, etc. Bon, c'est totalement faux déjà d'un point de vue comptable. Il faut consulter l'article 201 du plan comptable général pour constater ce qu'est un actif. La résidence principale est un actif. Surtout, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut se loger. C'est un besoin primaire, hein, il faut se nourrir et se loger. Quand on se loge, on a forcément une dépense qui est inhérente à ce besoin. Ça va être soit un loyer, soit un crédit. Moi, ce que je dis, c'est que, quitte à avoir une dépense, autant rembourser son crédit que le crédit d'un autre propriétaire. Ok ? Parce que quand on est locataire, on rembourse le crédit à notre propriétaire. Alors, il y a des moments dans la vie où on est locataire. J'ai été locataire. Celui qui est à Paris pendant quelques années, évidemment, il y a... Mais de manière générale, je pense que c'est bien d'envisager l'achat de sa résidence principale pour se loger, pour avoir une mensualité fixe qui ne va pas augmenter et qui va nous permettre donc d'être logé, pour constituer un enrichissement indirect via l'amortissement de capital. C'est-à-dire que chaque mois, on va rembourser une mensualité, il y a une partie d'intérêt qui est perdue, puis il y a une partie de capital. Okay, c'est de l'enrichissement indirect. Quand on va vendre, même si on vend entre guillemets au même prix, on aura déjà amorti du capital. Donc on va récupérer ce capital. Et on l'aura récupéré comment ? Simplement en répondant à un besoin qui est de se loger. Donc pour te répondre, il y a beaucoup d'autres avantages à la résidence principale. Il y a le fait d'être protégé aussi. Si tu perds ton emploi ou que tu as une maladie, tu as une assurance qui est liée à ton crédit qui fait que ça va prendre en charge ton crédit. Il y a la valorisation du bien qui généralement se produit. Il faut considérer évidemment la résidence principale comme un investissement. Dans ta question, c'était il veut se lancer dans l'investissement. C'est ça, on oppose trop le locatif et la résidence principale. La résidence principale est un investissement. Tu investis dans ton logement. Et surtout, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça n'empêchera pas, ça ne va pas t'empêcher d'investir dans le locatif à côté, ça va même augmenter le scoring bancaire. Les bancaires apprécient ça. L'argument des anti-RP, c'est de dire il vaut mieux investir dans du locatif que dans une RP. Parce qu'ils pensent que ton taux d'endettement va être plus favorable si tu es locataire. Mais faire attention à ça. Le loyer que tu payes, ton propriétaire, il est pris en compte. Tu auras une banque, ils vont voir dans les charges, il est pris en compte dans le calcul de ta capacité d'emprunt. Que tu payes 600 balles de loyer. C'est logique, c'est du bon sens. Qui est logique, ouais. Mais il y en a qui l'ignorent, tu vois. Et que tu payes 600 € de loyer ou que tu payes 600 € de crédit, pour une banque, c'est la même chose. Sauf que ton loyer, il prend 2-3% par an avec l'IRL, l'indice sur les loyers qui augmentent chaque année. Ton crédit, il est fixe. Après, on va dire que le souci actuel, c'est vraiment les taux d'intérêt aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai sorti une application que j'ai qui permet de calculer tes mensualités en fonction de ce que tu vas rembourser, combien tu vas pouvoir emprunter. Je sais pas, moi, je pars du principe que un T3, T4 ici, on va pas prendre du haut de gamme, hein, tu peux le toucher entre 200 et 230 000 €, quelque chose comme ça. Ici, donc, pour ceux qui nous regardent, on est à la région toulonnaise. Voilà, exactement. Autour de Toulon. On va dire que tu peux, si tu es en location T3, T4, tu serais autour des... Allez, sur du nu, peut-être 900, 950 €, peut-être. Alors, on va mettre 950 pour voir grand. Aujourd'hui, si je mets, avec 20 000 € d'apport, des mensualités de 950 €, crédit sur 25 ans, et je peux emprunter 173 000 €. Voilà, à la banque, que 173 000 € avec 950 € de mensualité, avec un coût de crédit qui est quand même de 115 000 €. Donc c'est... Alors après, le coût de crédit, encore une fois, souvent on dit ça te coûte, tu la payes 2 fois ta maison quand tu es propriétaire. On est d'accord qu'on dit ça. Mais quand tu es locataire, tu la payes 4 ou 5 fois dans ta vie. Parce qu'encore une fois, l'immobilier c'est du long terme, mais pareil, des études ils disent oui, c'est mieux d'être propriétaire à partir de 15 ans que tu détiens le bien, etc. Mais se loger, c'est un besoin primaire sur 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Pas loin, on est à côté de Toulon, j'avais ma maman qui était locataire à Sanary. Elle a pris un congé pour vente, donc de sa propriétaire. Sa propriétaire voulait donc partir vivre au Canada avec sa fille, rejoindre sa fille, bon bref. Et donc, elle voulait vendre l'appartement.
Moi, j'ai dû racheter l'appartement de ma mère. Pourquoi ? Parce que sinon, à son âge, avec faible retraite, enfin, elle n'est pas encore retraitée, mais avec la faible retraite qu'elle allait avoir, elle n'allait pas pouvoir être capable de payer un loyer ou alors avoir quelque chose. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre, et là, je l'ai compris, en fait, se loger, c'est à vie. Ouais. Et si tu as un propriétaire, ça fait quand même 25 ans qu'elle est dans cet appartement, hein, donc elle est bien, là, c'est quand même important, là, c'est repère, tu vois. Ouais. En fait, si tu as un propriétaire qui fait le choix de partir, ou de vendre, pardon, pas faire l'acquisition, tu regrettes quand même. Tu vois, donc là, moi, c'est pas grave, je lui achète, ça me fait un actif, c'est un très bel appartement, il n'y a pas de souci, et ça sécurise ma maman. Mais je veux dire, au final, ma mère, avec ce qu'elle a payé en loyer, elle aurait pu l'acheter 3 fois l'appartement. Bien sûr, Et pour répondre à ta question, tu voulais intervenir ? Non. Pour répondre à ta question, admettons, ton exemple, c'est quoi ? C'est de dire qu'un loyer, si tu as besoin d'un T4, si tu as besoin d'un T4, c'est que déjà, tu as une famille, tu as avancé dans la vie, tu as des enfants, bon, tu es peut-être 2, tu as quand même plus de revenus. Bon. Ouais. Mais on va prendre un autre exemple. Tu prends un exemple où tu payes 750 € de loyer, un T2 par exemple, pour te loger. Un loyer, d'accord ? Et on va dire que si tu vas acheter ce bien-là, il te coûte en crédit 200 € de plus. On va dire donc 950. Ok, on prend l'exemple que tu prends. Tu vas me dire, du coup, il y a quand même une différence. C'est vrai, il y a une différence. Sauf que les 200 € que tu as en plus en tant que locataire, tu vas aller voir une banque, ils vont te prêter 35% de ces 200 €. En plus que le propriétaire. Hein. Si on compare, l'idée c'est de comparer l'enrichissement global entre un propriétaire et un locataire. D'accord. Donc le propriétaire, il paye 200 € de plus. Donc il a 200 € en moins, enfin il a donc une capacité moindre pour faire du locatif à côté que le locataire. Ces 200 €, donc, le banquier va considérer qu'il va pouvoir prêter environ 35%, donc avec le HCSF, de ces 200 € d'écart. Donc ça fait quoi ? Ça fait 70 € par mois en plus. 70 € par mois en plus, ça fait 800 € par an que tu vas pouvoir allouer à un crédit en plus. Donc sur 20 ans, ça fait quoi ? 16 ou 17 000 € en plus que le propriétaire. Si ces 17 000 €, ils sont investis à 10%, c'est quand même un bon rendement, tu vas gagner donc 1700 ou 1800 € en plus que le propriétaire par an. C'est quand même bien moindre que ce qu'aura amorti le propriétaire chaque mois pour se loger. Donc même s'il investit dans le locatif, dans un bien moins cher, moins élevé que le locataire va pouvoir investir plus, hein, évidemment, en locatif, parce qu'il a ses 200 € de plus. Même s'il investit, par exemple, le propriétaire investit dans un studio, puis le locataire investit dans un T2, finalement, on l'a dit, il va avoir 70 € en moins par mois que le locataire, mais à côté de ça, lui, il amortit du capital sur les, combien on a dit qu'il payait, 950 ? Il amortit peut-être 450 par mois. 400 même par mois, donc il amortit 5 000 € par an. Donc sur 20 ans, il a amorti 100 000 €. Plus la valorisation. Je voulais te dire, est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, hein, mais dans un montage financier, est-ce qu'il est possible de payer que des intérêts au début d'un crédit ? C'est possible ça ? Ouais, tu as ce qu'on appelle le différé. Donc le différé, après, quand tu vas voir une banque et que tu demandes un différé, il faut le justifier par une raison, et normalement, c'est les travaux. Voilà, monsieur le banquier, j'ai des travaux qui vont faire que mon bien, je vais pas pouvoir l'exploiter en location pendant au moins 1 an. Donc, voilà, tu demandes cette souplesse-là, c'est que tu vas payer que des intérêts. Et donc, il y en a qui utilisent le différé pour avoir des différés plus longtemps pour faire la trésor. Ok. Par contre, tu n'amortis pas du capital et va chercher un autre crédit auprès d'une banque quand tu n'as même pas commencé à rembourser le capital d'un autre crédit, c'est plus compliqué d'enchaîner. Voilà. Et in fine, je le répète, mais sur les 3 leviers d'enrichissement de l'immobilier, que sont le cash flow, donc le flux de trésorerie, l'écart de trésorerie entre tes charges et tes revenus. Et qui revient souvent d'ailleurs. Voilà, c'est celui qui est, à mon sens, trop mis en avant. Donc le premier levier, c'est le cash flow. Je dis pas que c'est le premier, que c'est le meilleur, mais c'est les 3, je les cite. Tu as ensuite l'amortissement de capital. Chaque mois, ta mensualité rembourse une part de capital. Okay. Et le troisième, c'est la valorisation de ton bien. En immobilier, sur les 30 dernières années, on est forcé de constater que l'immobilier, normalement, évolue. Il y a des cas, il y a des zones où ça évolue moins, souvent les zones à fort rendement, parce qu'il y a plus de risques. Et puis, il y a des zones patrimoniales où ça évolue. Okay. En fait, ce qui est vraiment porteur, c'est surtout l'amortissement de capital et la valorisation. C'est-à-dire que parfois, en faisant une plus-value sur un bien, tu gagnes 10 ou 15 ans de cash flow, tu vois. Donc, c'est vrai que je te coupe 2 secondes, mais c'est ce que... S'il y a bien une chose quand on a discuté ensemble par rapport au projet que je comptais faire, justement, c'est quand tu m'as dit, peu importe, entre guillemets, ce que tu achètes et ce que tu comptes faire,
recherche le potentiel de valorisation. Ouais. Et ça, moi, je l'ai bien ancré. Et effectivement, après, c'est encore une fois, c'est Il du bon faut, sens, mais- c'est compliqué, t'achètes, t'es sur l'immédiateté. Donc tu dis, ben moi je veux du cash flow, tu vois un peu, t'es un peu influencé par ce qui se passe à la télé, sur les réseaux. Tu dis, bah si j'ai pas du cash flow, quand tu vas sur les groupes d'investisseurs, quoi, t'as pas de cash flow, ben alors passe à autre chose. Le cash flow, j'y reviens, c'est un indicateur, enfin c'est pas un indicateur de performance. Pourquoi ? Demain, tu vas faire un crédit sur un bien, tu vas prendre un crédit sur 30 ans, tu auras une mensualité qui est basse, tu vas avoir du cash flow. À côté de ça, le même bien, tu prends un crédit sur 15 ans, tu n'auras pas de cash flow. Ouais. Donc en fait, tu peux ne pas avoir un cash flow positif sur un bien et c'est pas pour ça que c'est un mauvais investissement. Ouais. D'accord ? J'ai jamais pensé, tu vois ça. Non, mais Jamais- bah ouais, mais pareil, tu mets un apport, tu mets 50 000 euros d'apport sur un projet de 200 000 euros, bah, ton cash flow va évoluer, puisque ta mensualité va être plus basse. À côté de ça, tu mets pas d'apport, bah, tu as une mensualité qui est plus élevée, tu as moins de cash flow. Enfin, c'est pas un indicateur de performance. Un indicateur de performance, bon, il y a le rendement, qui est un indicateur qui est intéressant, qu'on confond d'ailleurs souvent avec la rentabilité, mais c'est la rentabilité qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que la rentabilité, elle intègre justement la valorisation de ton actif. C'est qu'une fois que tu as vendu ton bien où tu peux réellement te dire l'enrichissement global. C'est très subjectif. En fait, Bah, le cash flow, c'est l'immédiateté. Ouais. Et encore une fois, on parle d'immobilier, c'est du long terme. Et si tu es sur une stratégie justement d'enchaînement, à un moment donné, tu vas faire des arbitrages, tu vas revendre. Et en revendant, tu vas récupérer ton capital plus la plus-value. Et c'est comme ça que tu vas aller de plus en plus loin. Et pour en venir donc à ta question sur le différé, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Mais encore une fois, tu vas améliorer ton cash flow les premières années, la trésorerie, mais tu n'amortis pas de capital. Quand tu es lancé sur un crédit de 25 ans et que tu as en plus de 3 mois de différé, ça veut dire que si jamais tu vas au bout, ou même si tu revends au bout de 5 ans, tu n'auras pas amorti grand-chose, tu vois. Alors que si tu attaques tout de suite des mensualités, tu vas rembourser du capital. Ça serait vraiment dans une stratégie long terme, on va dire, plutôt. Moi, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. Y a pas de, et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, je combats un peu les idées reçues de certains formateurs immobiliers qui disent il faut faire du différé. Il faut pas acheter sa résidence principale. Il faut prendre 35 ans de durée d'emprunt quand tu peux le faire. Je me suis fait biberon. Non, en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a plusieurs stratégies. Personnellement, je me suis fait assez biberonner par ça, de ce que je suivais un petit peu en immobilier, tout ça. C'est vraiment, à chaque fois, je te jure que tout ce qui revenait, et les 3 quarts du temps, hein, quand tu parles immobilier, je sais pas, par exemple, que tu vas aller te renseigner sur les réseaux sociaux, etc., parce qu'aujourd'hui, c'est avec une surmédiatisation pareille, c'est l'une des premières plateformes sur lesquelles tu vas. C'est n'achetez pas votre résidence principale, n'achetez pas votre résidence principale, n'achetez pas. C'est pour ça que ça m'a fait, quand ce soit tes stories, etc., de mon côté, ça m'a vraiment fait du bien pas de voir quelqu'un qui pense pas de la même manière, mais les gars, en fait, ce n'est pas une erreur d'acheter votre résidence principale. Je vous explique pourquoi, encore une fois. Bien sûr. Après, il y a... moi, ce que je conseille noblement aux personnes avec qui je discute, c'est quand ils achètent leur résidence principale, dis-moi si tu partages un petit peu la même idée, mais si vous voulez acheter votre résidence principale, et que derrière, vous voulez continuer à pouvoir enchaîner, n'allez pas voir la banque. Par exemple, dites à la banque, regardez mes revenus, combien je peux emprunter. Par exemple, je peux emprunter jusqu'à 200 000 euros, donc ce qui te met 35% HCSF. N'empruntez pas à 200 000 euros. Oui, tu veux dire de ne pas aller au maximum. De ne pas aller au maximum si derrière vous voulez pouvoir. C'est vrai que souvent l'émotionnel de la résidence principale fait que tu vas vouloir aller, parce que tu vas y vivre, aller chercher le maximum. Bon. Il faut faire attention. Encore une fois, c'est un investissement. Après, même si tu achètes à 35%, parce que souvent, en fait, quand tu loues, tu te demandes 3 fois les montants des loyers. Quand tu loues, c'est pareil. Tu vas généralement aller sur un loyer qui va être assez élevé. Donc, cette charge va être prise en compte. Mais pour revenir à ton exemple, effectivement, si tu vas à bloc du 35%, derrière, il va falloir que ton investissement locatif, il tourne bien. Qu'il y ait un bon rendement. Pour justement ne pas creuser ton endettement qui est déjà à 35%. Sauf que, encore une fois, quand tu as une résidence principale et que tu vas voir un banquier, ça augmente ton scoring bancaire. C'est-à-dire que ta note, entre guillemets, va augmenter parce que tu es déjà propriétaire d'un bien. Donc, tu vas pouvoir plus facilement dépasser l'endettement. Encore une fois, je dis tu vas pouvoir, parce qu'il n'y a pas de certitude. Après, d'un autre côté, pour ta résidence principale, tu peux parfois... tu peux faire partie des dérogations pour aller au-delà des 35%, justement pour la résidence principale si tu as un primo-accédant.
Donc tu peux aussi parfois pour la résidence principale aller chercher un peu plus que les 35%. Ok. Donc c'est vraiment à piloter. Ouais, c'est encore une fois, c'est personnel, quoi. Voilà, Ouais, après, c'est ça, après ce que tu peux C'est faire, cas par et cas. c'est d'ailleurs ce que tu voulais faire sur l'immeuble Ouais. sur lequel tu souhaitais te positionner à Brignoles, c'est de dire j'achète un immeuble dans lequel je vais avoir ma résidence principale, Ouais. et les autres lots vont constituer des investissements locatifs, tu vois. Ouais. Ça c'est pas mal quand tu achètes un immeuble, tu gardes un bien pour toi, et puis les autres, voilà, donc tu fais en fait un financement global où déjà tu te lances et tu as plusieurs Ça, c'est top. plusieurs lots, ça c'est pas mal. Après, tu peux en revendre certains et mettre en place, ça c'est des stratégies particulières dont je parle sur ma chaîne. Il n'y a personne qui en parle. C'est la main levée hypothécaire. C'est-à-dire Oui. que demain, tu vends un bien, tu dois rembourser le crédit à la banque. Il y en a qui le cachent, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je le déconseille. En tout cas, même si je le faisais moi, je ne pourrais pas le conseiller. Parce que c'est bloquant pour en discuter. C'est bloquant pour la suite. Sur l'immédiateté, ça va, mais sur la suite, c'est bloquant. Bon. Mais il y a une façon de faire les choses correctement. C'est t'achètes donc un immeuble ou t'achètes un appartement avec une place de parking. Il faut qu'il y ait 2 lots minimum. Et à un moment donné, tu te dis, je vais vendre un lot de l'immeuble ou je vais vendre la place de parking et je vais aller voir la banque en disant, donc il faut que ce soit sous une hypothèque. La garantie, il faut que ce soit une hypothèque. Si c'est une caution, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit une hypothèque. Tu vas voir la banque et dire, écoutez les banques, je vends un des lots. Par contre, la valeur vénale du bien, d'accord, qui reste, elle est supérieure de 10% à mon capital restant dû. Ouais. Donc votre garantie, vous pouvez la poser uniquement sur le lot restant. Ou sur les lots restants. Oui, ce que tu m'avais proposé. Ouais. Voilà. Et comme ça, tu récupères ton cash. Officiellement, la banque, elle est dans les clous. Tu fais ça proprement, légalement, et tu récupères ton cash pour après faire un apport ou pour réduire ta mensualité, etc. Ouais, ça peut être, ouais. Et ça fonctionne bien. Très, très peu en parle. Mais ça peut être bien, notamment dans un projet. Si on revient sur l'exemple initial de cette personne qui a 2000 euros, 2500 euros, il peut faire un petit investissement avec, pour sa raison principale, un studio qui peut agrandir, transformer en T2, par exemple, avec une place de parking qu'il peut revendre s'il n'en a pas besoin, via une levée hypothécaire, pour avoir un apport pour ensuite enchaîner sur un autre investissement. Enfin, il n'y a pas de... Moi, je ne vends pas de miracle, il n'y a pas de stratégie miracle, mais il y a plusieurs façons de faire. L'immobilier, il est hétérogène, il y a plusieurs façons de faire, les immeubles de rapport, location courte durée, quand tu fais du locatif. Mais pour revenir à cette question, moi, j'envisage, parce que de toute façon, il va y avoir forcément une dépense pour se loger. Je l'encouragerais plutôt à faire un beau projet de RP. Ouais. Et puis quand il aura une nana qui voudra ou un enfant, il la revendra, il encaissera du cash, puis sa valo, l'amortissement, le capital amorti, puis il pourra partir sur un autre projet plus grand. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé en 2007. Ouais, voilà, c'est comme ça que tu as commencé. C'est comme ça que j'ai commencé, moi. Une RP, j'ai eu mon CDI. Tout de suite, j'ai voulu investir, etc. Et après, j'ai racheté une RP et un locatif, et puis, etc. Voilà. Parfois, tu arbitres, tu as des opportunités. C'est-à-dire que souvent, on me dit, mais tu arbitres quand ? C'est une question d'opportunité, évidemment. Mais par exemple, moi, quand j'ai un locataire qui partait de mes logements meublés, je mettais 1 ou 2 semaines le bien en vente. Tu vois, je savais que de toute façon, j'allais avoir un nettoyage à faire, des trucs à réparer, etc., qu'il allait peut-être pas être louable tout de suite. Je mettais l'annonce pour le vendre, dès que j'avais le préavis, d'accord, et l'annonce pour le louer. Et ça m'est arrivé 2 fois où j'ai vendu en 1 semaine. Alors, je devais être au bon prix ou peut-être pas assez cher, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, ça, c'est l'opportunité. Souvent, quand on hésite, il faut juste laisser faire la vie et l'opportunité. Tiens, j'ai une offre. Ok, je peux récupérer tant. Allez, j'y vais. J'ai une offre. Non, ça va passer. Je continue à amortir. Il se loue bien, j'ai un bon rendement. Je continue. Okay, voilà. Et c'est pareil, tu peux aussi avoir une opportunité d'achat. Ah, j'ai besoin de vendre. Là, je vais vendre parce que je peux avoir ce projet-là qui va me faire aller plus haut. Ouais. Donc là, je vends. Ouais. C'est en gros souvent les opportunités qui vont orienter tes choix, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est ce que tu disais, ce qu'on discutait en off, etc. C'est que la meilleure leçon, c'est le terrain. Et on voit du moins de ce que tu viens de dire, tu as vraiment fait les choses petit à petit. Ouais. Et donc, je vais rebondir un petit peu sur ça. Comment ça se fait, du coup, qu'on nous annonce sur les réseaux, tu peux être rentier en 5 mois? Bon, là, on va parler d'un sujet, les formations. Encore une fois, moi, j'ai rien contre les formations, j'en fais des formations. Bon, les miennes sont gratuites. C'est particulier, mais tu peux faire des formations et les vendre à un prix correct. Alors, c'est ce que je disais dans le premier podcast, c'est les formations, il n'y a rien de... Tout le monde voit ça comme un terme péjoratif. Mais une formation, c'est pas péjoratif. Si la formation, elle est concrète, il y a du contenu, franchement, si ça te permet vraiment, entre guillemets, de décoller à condition, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le problème des formations, c'est pour ça que c'est un business qui marche bien, etc., c'est que les gens, ils achètent les formations, mais vu que quand ils se rendent compte que quand ils ouvrent la formation, ils doivent travailler justement pour atteindre leur objectif, et ils se disent, non, moi je veux l'avoir tout de suite. Bah oui, parce qu'ils ont répondu à une émotion en voyant une publicité, de voyant quelqu'un avec un bon lifestyle qui lui explique que c'est très facile de devenir rentier, d'être à la plage avec un mojito, et puis de pas avoir
un patron, parce que bon, faut aussi parler du salariat bashing. Hein. On te dit que quand tu es Ça, c'est salarié, impressionnant. le salariat a aussi des bons côtés, l'entrepreneuriat aussi. Enfin, on pourra en discuter tout à l'heure, mais c'est vrai que le gars qui voit une pub comme ça, il succombe à un biais cognitif qui est clairement l'émotion qui lui dit, en plus, c'est un contexte social particulier, mais souvent, les gens qui sont touchés, c'est les gens qui ont des besoins. Le mec qui gagne 10 000 euros par mois, il va aller voir un professionnel pour s'orienter vers des investissements, mais il va être moins touché émotionnellement parce qu'il a peut-être moins de problèmes d'argent. D'accord ? Normalement. Donc, le gars, il va acheter sa formation parce qu'il a vu un webinaire. À la fin du webinaire, on te fait une offre dans les 2 heures à moins 80%, au lieu de 12 000, tu payes 6 000. Waouh, super. Il a vu 3-4 témoignages de personnes qui sont souvent dans les équipes des formateurs. Il leur explique Et que. les avis voilà, IA aussi. les avis, tout ça, bon, voilà, on peut tout faire. Bon, il fait la formation. Encore une fois, il y a des bonnes formations avec du bon contenu. Ce qui est important pour moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est quel prix tu payes. Et souvent, le prix, il est corrélé à la promesse. Le mec, il va dire, attends, c'est 10 000 euros, mais grâce à moi, tu vas gagner 50. Ils les vendent comme ça. Ouais. Bon. C'est le contenu. Souvent, moi je le sais parce que j'ai été plagié, pas celui-là, la version 1, enfin j'espère pas celui-là encore. Et Les gars, extrêmement complète au passage. Que merci beaucoup. Ils vont prendre un bouquin et ils vont en faire une formation digitale, d'accord, qu'ils vont raconter dans des vidéos. Et puis ça, ils vont le vendre des milliers d'euros. Quelle est la plus-value réelle, tu vois ? Oui, mais il y a aussi la peur. Oui, mais tu vas éviter des erreurs. Parce que sans ça, tu vas faire des erreurs. Comment faisaient nos grands-parents ? Comment on a fait, nous, sans se former ? Enfin, moi, je me suis formé sur le terrain avec des bouquins avant. Comment on a fait, nous, pour investir ? Enfin, voilà. Après, il y a des gens, moi, c'est une réalité, ils me disent, moi, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me guide, qu'on m'accompagne. Alors, ok, je peux le comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se développe chez les formateurs, c'est surtout les accompagnements, ce qui démontre aussi que les formations étaient incomplètes. Les accompagnements, alors je dis, attention, si tu as besoin qu'on te prenne par la main toute ta vie, il y en a qui ont fait 4-5 formations qui sont toujours pas passées à l'action, vraiment, ou alors très peu à l'action. Si tu as besoin dans ta vie qu'on te prenne par la main en permanence, ne fais pas d'immobilier, c'est pas grave. Fais de la bourse, investis sur un autre actif, parce que si après 3-4 formations et un accompagnement, t'as toujours peur et t'as toujours besoin qu'il y ait quelqu'un, c'est comme le permis de conduire à un moment donné. Le moniteur de ton école, il s'en va. Et c'est là où tu apprends vraiment à conduire, d'ailleurs. Parfois que tu prends ton volant, il est plus là, merde. Bon. Donc, la formation, c'est quelque chose d'utile, évidemment. Utile. Maintenant, il faut faire attention à 2 choses. C'est la promesse. Qu'est-ce qu'il te promet ? Est-ce qu'il fait vraiment ? Parce que des fois, tu as des mecs qui ont une formation, ils ont fait un studio dans leur vie. L'expertise, elle n'est pas vérifiable. Et le prix. Il est énormément détourné, le mot expert. Enfin, aujourd'hui, il est un petit peu utilisé à tout va aussi. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Expert. Donc, ta question initiale, c'était oui. Alors, comment ça se fait qu'au bout de 5 mois, bon, eux, ils vendent ça, généralement pour te dire que tu vas te rentier en 5 mois, ils vont te vendre des stratégies à haut rendement, type colocation ou location courte durée, type logement atypique. Okay, et ils vont utiliser comme preuve sociale les chiffres surtout. Dire, regarde, c'est facile. Tu loues un logement 150 € la nuit, c'est 9 rooms. Tu le loues 20 nuits par mois et tu l'as payé 100 000 €. Donc le cash flow, bon déjà, il ne parle pas de fiscalité, bizarrement, mais tu attends de cash flow, donc tu es rentier. Alors attention, plus tu as de rendement en location meublée, plus tu es taxé parce que moins tu peux gommer les revenus par les amortissements. Juste, je rebondis sur quelque chose. Nous qui sommes dans le bâtiment, j'avais écouté la dernière fois un mec qui se lançait, etc. Bon, maintenant, il a arrêté. Je suivais un mec justement qui faisait du bâtiment sur les réseaux, etc. et qui vendait des accompagnements, tu vois, concernant un petit peu les artisans, tout ça. Et il disait, quelqu'un qui est assez connu d'ailleurs, il était en podcast avec lui, il disait un jour, je suis rentré dans la nuit, quelqu'un qui a perdu les clés, il me demandait de changer sa serrure, etc. Je lui ai facturé 3 000 €. Ouais, mais c'est facile. Moi aussi, la clim, je la fais en une journée, enfin en une matinée, tu l'as fait 3 000 balles, mais en fait... par rapport à ce que tu dis, ce que disent beaucoup de formateurs, donc justement sur les chiffres qu'ils ont réalisés, il faut aussi se poser une question, est-ce que ce que lui me dit, c'est duplicable ? D'accord ? Moi, j'ai fait des opérations de marchand avec de très belles plus-values. On a des appartements qui sont en location courte durée avec des très bons rendements. Mais si j'explique aux gens, en fait, là, ça, c'était une ancienne loge de gardien, je l'ai transformé en habitation, enfin, c'est un truc qui n'arrive qu'une fois tous les 5 ou 10 ans, je vais pas vendre une formation sur quelque chose qui n'est pas duplicable ou très difficilement duplicable. D'accord ? Il y a ça aussi. Après, ça veut pas dire... Après, il faut s'inspirer des réussites. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas s'inspirer. Je suis pas en train d'être un extincteur et dire faut pas. Je fais la location courte durée, je vais pas dire que ça fonctionne pas. Mais la location courte durée, par exemple, qui est une stratégie à haut rendement qui permet de justifier des cash flows importants, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup plus de risques, beaucoup plus de gestion, donc des coûts, la conciergerie, etc. Aujourd'hui, le squat est à la mode.
Voilà, le Ouais, squat est on à la en mode. parlera juste On en après. parlera, ouais. Mais juste, ouais, vas-y. Pour finir sur par exemple, le logement atypique un peu à la mode, moi, ce que je dis souvent, c'est que, par exemple, une love room. Est-ce que tu crois que tu as un couple qui va prendre une semaine à la love room? Non. Non. Ils vont y C'est aller pas une nuit ou ouais. deux, préférence le week-end. Ils vont faire ça. Donc, la semaine, tu vas déjà avoir du mal à louer, mais peu importe. Admettons, tu loues un peu la semaine. Tu vas louer donc une nuit. Ce qui coûte cher quand tu as la location courte durée, c'est le ménage. Blanchisserie, ménage. Ok. Si quelqu'un te loue 500 € la semaine et tu as 50 € de ménage, je donne un exemple clair. Il te reste brut 450. Si par contre, tu loues chaque nuit, je sais pas moi, 100 € par exemple, 50 € et 50 € à chaque fois de ménage, en fait, tu as eu des frais de ménage beaucoup plus importants. Et donc, et le logement atypique, c'est souvent une nuit ou 2 nuits maximum. Sauf que tes frais de ménage qui sont fixes, en fait, ils vont être trop importants par rapport à cette recette. Et surtout, je reviens encore une fois, le logement atypique, c'est atypique. Tu peux pas forcément louer autant. Par contre, c'est vrai que des fois, tu as des gars, mais j'en ai vu moi, déjà, qui cartonnent. En 10 nuits, ils font plus que toi en 25. Bien sûr. Par contre, encore une fois, si tu as du cash flow, ça veut dire que ta charge de crédit, elle est basse par rapport à tes revenus. Tes charges de manière générale, mais notamment ton crédit. Ça veut dire donc que si tu as une charge de crédit qui est faible par rapport à ce que tes revenus, c'est-à-dire que tu as acheté un bien pas très cher. Ça veut dire que donc ce que tu vas amortir, la valeur du prix, la valeur du bien que tu vas amortir, elle est forcément faible par rapport aux recettes que tu as. Donc tu ne peux pas gommer l'impôt. Et eux, ils vont dire, mais non, à la MNP, t'as pas d'impôt. Mais t'as pas d'impôt 1 an ou 2 quand tu as des rendements comme ça. Et les chiffres, en fait, à chaque fois que je fais des commentaires à ces gens-là, il n'y en a pas un qui arrive à me démontrer que ce que je lui produis comme réponse est fausse. Les chiffres ne mentent jamais. Et donc tu te rends compte que il y a des impôts, mais c'est pas grave de payer des impôts, ça veut dire que tu fais des recettes, tu fais des bénéfices. Par contre, en location courte durée, t'as ton SSI à payer. Dès que tu dépasses 23 000 € de recettes annuelles, chiffre d'affaires annuel, t'as 45, enfin, c'est un SSI qui est à 45% le taux. Donc, finalement, ça vient réduire la chose. Donc, tu te rends compte que les mecs, ils font peut-être 500, 600 €, donc t'es pas rentier. Avec 5 ou 600, il t'en faut 2 ou 3. Sauf que 2 ou 3, quand tu vas voir une banque et tu dis bonjour, une banque, regardez, j'ai un super bilan là sur un bien, ils vont dire ok, c'est la location courte durée, moi je prends que des revenus en location pérenne. Voilà. Si t'es en société, c'est autre chose. Si t'es en société, tu ne parles pas de cash flow. C'est ta société qui touche SI à l'IS ou ta société commerciale à l'IS qui touche des bénéfices. Si tu veux te les verser, 30%. c'est 30% de flat tax. Tu as ton IS déjà à payer, après tu as 30% de flat tax. Donc là, tu n'es pas rentier. Là, tu es entrepreneur et si tu retires l'argent, tu as une fiscalité qui fait que pareil, il t'en faut plusieurs. Enfin, dès lors que tu creuses, tu te rends compte que leur promesse, elle est douteuse. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine, ce qu'ils proposent est une mauvaise idée. Ça veut juste dire que l'attente que tu dois en avoir, elle doit être mesurée et qu'il ne faut pas quitter ton emploi pour une LCD, quoi. C'est parce que c'est cette recherche absolue justement de raccourci. Et on en parlait tout à l'heure en off, pareil, mais justement quand je lisais ton premier livre, justement je me suis dit, moi qui connaissais pas grand-chose à l'IMO avant justement de lire ton premier livre, en fait tu évoques ce message de, ok les gars, vous voulez faire marchand de biens, vous voulez même louer, hein, parce que tu en parles aussi un petit peu, etc. Vous aurez ces responsabilités-là, vous pouvez avoir ces sinistres-là, vous pouvez avoir... Et c'est là que justement le message est passé, si tu veux, selon l'article, etc. Et tu décortiques vraiment, on va dire, le derrière du rideau, si tu veux. Voilà. Après, je voulais juste dire, il y a cette méthode du cash flow qui s'est un petit peu... qui s'est un peu cassé la gueule ces dernières années. Pourquoi d'ailleurs toutes les formations cash flow, la montée des taux. Exactement, la montée des taux. Les taux d'intérêt avant, tu étais autour des 1%, tu payais que de la mensualité. Donc c'est vrai que moi à l'époque déjà, j'étais étudiant, je cherchais à acheter, etc. Je voyais, il y avait plein d'opérations qui étaient même en location longue durée classique, meublé classique. Ça marchait bien, tu pouvais te dégager un petit truc. Bien sûr. Aujourd'hui, avec la montée des taux, il y a tout qui s'est pété. Ouais, bien sûr. En sachant que la période qu'on a connue avec des taux à 1%, voire même à moins d'1%, c'était, comment dirais-je, c'était ça pour moi l'anomalie. Les taux ont toujours été aux alentours des 4. Globalement, il y a eu des périodes des années 80, tu étais à 10, mais de manière générale, tu étais aux alentours des 4, tu vois. Et quand on était à 1 et qu'on est remonté à 3 ou 4, on a dit, oh, ça y est, les taux, ils ont explosé. Ils ont explosé, mais ils sont revenus finalement à un taux moyen. C'était l'anomalie, c'était les taux à 1%. C'est-à-dire, c'est jamais trop bon signe quand tu as de l'argent qui vaut aussi peu cher. C'est ça. Mais tu penses pas, je te coupe juste 2 secondes, tu penses pas justement que c'est parce que j'ai déjà entendu ça, ces taux justement qui étaient si bas, c'était pas dans l'optique justement de l'État, justement de les mettre si bas pour que les Français puissent investir et pour après encore plus les taxer dessus?
On peut le penser. Après, évidemment, les taux, ça dépend aussi. C'est macro, quoi. Ça vient de l'Europe, ça vient du monde, enfin, Oui, tu vois, oui. de la Fed. Bon, mais en tout cas, l'État se frotte les mains quand tu as des taux bas aussi. Complètement. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter le nombre de transactions. Ça peut en tout cas augmenter les transactions. Les prix vont monter aussi. Donc, eux, ils se servent dans tous les sens. Hein. Tu vas chez le notaire, ils se servent. Ah ouais. Tu as tes loyers, ils se servent. Ton IR, ils se servent. Ta CSG, ils se servent de partout. Donc, de toute façon, oui, c'était tous pas. les cas, ils se devaient- servent, Est-ce que tu penses que, parce que justement, avant les taux étaient, il y a eu des taux qui étaient à 8-10%, c'est à l'époque où justement l'immobilier valait que dalle. Et c'est ce fait justement que l'immobilier a monté, que les taux ont baissé, ils sont arrivés jusqu'à 1%. Et après, hop, les taux sont remontés, là on est autour des 4%, mais l'immobilier, lui, il n'a pas trop. Eh oui. Donc, Souvent, on dit les taux montent, les prix baissent. La logique mais nous, voudrait que. malheureusement, on est dans mais une sphère un ça- peu. Tu vois, quand tu vois, par exemple, entre un taux, alors je vais peut-être dire des conneries sur les chiffres, mais quand t'es passé des taux de 1 à 4, en gros, tu perdais 25% de capacité d'emprunt. Ouais, c'est énorme. Or, les prix n'ont pas corrigé de 25%. C'est ça. Donc, très concrètement, tu as perdu du pouvoir d'achat immobilier. Tu as perdu des mètres carrés. D'accord ? Parce que les prix, en fait, ont baissé un petit peu dans certaines zones, ont corrigé, mais en fait, c'est surtout le nombre de transactions qui a ralenti. Moi, je vois avec l'agence, c'est calme, mais les prix ne baissent pas vraiment beaucoup. Sauf succession, divorce, etc. Tu peux isoler, mais de manière générale, les gens, je vends pas, voilà, parce que les gens, ils ont acheté aussi, ceux qui ont acheté aussi assez élevé il y a 2, 3, 4 ans, 5 ans, ils ont pas forcément envie de se dire. Est-ce que c'est régional, tu penses, aussi beaucoup ? Oui, l'immobilier, il est hétérogène, c'est-à-dire que le marché cannois, c'est pas le même que le marché, je sais pas moi, à Limoges ou à Quimper ou à Saint-Etienne. Peut-être que là-bas, ils ont eu 10% de baisse, alors qu'à Cannes, moi, la baisse, sur le secteur premium, on l'a pas trop vu, quoi. Et dans Aix-en-Provence, je t'en parle même pas. Ouais. Non, ça baisse pas. Donc c'est pour ça, pareil, quand tu as des gens qui te disent l'immobilier c'est ci, c'est ça, attends, l'immobilier que tu vis toi, à Saint-Etienne, à Béziers ou je sais pas où, c'est pas le même que moi je vis à Toulon, Marseille ou Cannes ou Aix. Ouais. Est-ce que tu crois à une possible chute de l'immobilier ici en France et surtout, on va dire, dans notre secteur régional ? Je pense très peu parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers. Ça chutera avant ailleurs, je pense. Ouais. Oui, il y a des investisseurs étrangers, et puis c'est entre guillemets du patrimonial, c'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a un dynamisme, c'est quand même un bassin d'emploi après la région parisienne qui est important, même si aujourd'hui il y a de la digitalisation, etc. Bon, il y a quand même les gens qui sont salariés, ils sont. Bien sûr, on est salariés d'ailleurs. Voilà, non, mais voilà, donc aucune certitude, mais si tu veux, on manque de logements. On pourra en parler avec le squat, on manque de logements chaque année, ça se creuse. Donc, tant qu'il y aura une demande de logement, si tu as une offre qui est réduite par rapport à la demande, l'intérêt sur l'immobilier, il baissera pas. Après, qu'il y ait une correction, parce qu'il y a des prix qui sont décorrélés de la réalité, et surtout de la possibilité des Français à pouvoir financer. C'est pas français ce que je veux dire, mais de pouvoir financer, bon, les gens, vous me corrigerez. Oui, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on va revenir sur des prix plus en cohérence avec ce que les Français peuvent payer, mais in fine, comme je disais, c'est un besoin primaire. Les gens, ils sont capables de se mettre comme ça pour avoir un loyer. Des fois, moi, je vois quand j'ai un bien qui est plus loué, je mets une annonce, des fois, j'ai la peine, j'ai l'impression que je vais passer c'est un concours d'embauche. J'ai la peine, j'ai des bons dossiers, plusieurs bons dossiers, et je suis mal à l'aise, je dois choisir, quoi. Je suis vraiment mal à l'aise. Donc, parce qu'il y a une vraie demande, à partir du moment où tu as un produit, effectivement, qui est pas dégueu, qui est bien, qui est propre, un loyer qui est correct. Bon, donc je pense pas qu'on s'oriente vers une grosse chute. Après, il peut y avoir des événements géopolitiques, mais bon, si on en arrive là, si tu veux, si ça chute partout de 30 ou 40%, c'est qu'il y aura un gros problème. C'est que les fils seront au pouvoir. Non, je plaisante. On peut pas savoir. On n'est pas sur le bon chemin, d'ailleurs. On voit ce qui se passe avec les agriculteurs. Ouais, justement. Mais tu penses pas qu'en ce moment, on regarde un petit peu. Bon, je suis pas non plus super renseigné dessus, mais quand on regarde, on allume un petit peu les infos, on voit que tout va mal. Bon, après, ça reste la télé. Et puis, je sais pas, j'avais écouté quelque chose qui disait que la crise de 2008, par rapport au PIB, on était à 8%, on produisait 8% de plus que le PIB, et aujourd'hui on était autour des 40 à 50%, je crois. C'est possible. Ouais. J'avais entendu quelque chose comme ça, donc moi personnellement dans ma tête j'ai l'impression que plus on va se rapprocher de 2030, et je dis 2030 parce que voilà, c'est la prochaine décennie. Et puis je me dis, j'ai l'impression que vraiment la France, on va tomber dans une grosse crise financière. Je pense qu'à un moment donné, ça
de ce qu'on pense, en tout cas avec Joe, c'est que on commence à se dire que ça va pas tarder à péter, si tu vois ce que je veux dire. Mais d'ici, effectivement, 2030, Quelques années, 5-10 ans. 2-3. J'irai pas 10 moi, ans. j'irais 2-3 ans. Moi, là où je vous rejoins, c'est qu'on a clairement un déclin. Il y a un déclin Ah. du pays. Pays qui, à mon sens, avait énormément d'atouts. Je veux dire, la France, petit pays hein, géographiquement, mais tu sais faire des voitures, tu sais faire des trains, tu sais faire des avions. T'as une des meilleures armées. T'as- Une des meilleures armées. T'avais une bonne armée. Bon, là, aujourd'hui, je sais plus si c'est le cas, mais bon, en tout cas, t'étais pas trop mal positionné. La gastronomie, la mode, pays touristique le plus visité au monde. Je veux dire, t'avais tous les éléments pour cartonner. D'ailleurs, au début du XXe siècle, la France était l'un des pays les plus puissants. Puissant, ouais. Maintenant, effectivement, il y a on parle de la vieille Europe, mais c'est vrai quand tu voyages, tu vois des pays émergents, tu te dis, mais en fait, eux, là, tu arrives à te projeter, ils ont une vision, c'est tu vois, comme une boîte, il y a une vision. Tu vois, quand à Dubaï, tu sens que le mec, il a une vision, il connaît déjà le Dubaï de 15-20. Quand je dis le mec, le chèque, là, il a un plan pour Dubaï pendant les 20 prochaines années. Il gère Dubaï comme une entreprise. Nous, le problème, c'est que politiquement, déjà, il y a une incertitude en permanence. C'est ingouvernable en France. Ouais, les mecs, alors déjà, tu votes plus pour quelqu'un, tu votes contre quelqu'un. C'est-à-dire que les gens n'ont pas voté Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen. Comme ils n'avaient pas voté pour Hollande, ils avaient voté contre Sarkozy. Donc le pays, il est très divisé. Alors peut-être que ça, d'ailleurs, c'est recherché. Hein. Et vu que le peuple est très influençable Je pense. par les médias qui sont là pour légitimer le pouvoir en place, en quelque sorte, bah, au final, tu te dis, finalement, on a la politique qu'on mérite, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie solution politique quand tu sais que maintenant, c'est l'Europe qui gouverne, voire même le monde, et puis non seulement la France? Je sais pas, mais pour répondre, je pense que oui, on décline. Oui, c'est inquiétant. Après, moi, je suis pas dans le catastrophisme, dans le sens où on a encore pas mal d'atouts, et ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, mais quand tu allumes la télé, oui, on te dit... en fait, pourquoi on te dit que ça va pas? C'est aussi pour que tu te conditionnes à faire des efforts et à accepter des choses, tu vois. Ça, faut pas trop écouter, mais bon, après... Mais il faut, voilà, moi je regarde pas trop les infos, mais évidemment, il faut être vigilant. Faut pas se réveiller quand c'est trop tard. Bien sûr. Et on pourra en parler, par exemple, pour l'immobilier. Moi, je considère aujourd'hui que c'est encore intéressant, pour les raisons que j'ai exposées avant, l'effet de levier, la constitution d'un patrimoine. C'est une sécurité, justement, face à une grosse crise. Si tu as ton toit, tu as ton toit. Si tu as des logements... bon, évidemment, il faudra qu'il y ait des gens qui puissent les louer, mais tu auras quand même ça, que celui qui a jamais investi, s'il perd son emploi, il peut même plus payer. Enfin, voilà, on sera impacté. C'est un mec qui a 50 appartements ou 100 appartements, il sera impacté s'il y a une énorme crise. Mais là, ça veut dire que tout est impacté. Mais sinon, moi, je pense que les écarts entre les très riches, les riches et les pauvres vont se creuser. Je pense que la classe moyenne, elle est clairement dans le viseur, elle va probablement disparaître. Il y aura des gens mieux lotis dans la classe moyenne que d'autres, mais je pense que voilà, c'est bien d'investir en France encore et de regarder, pour diversifier ce qui se fait à l'étranger, de regarder. Tu vois. Moi, pendant longtemps, je voulais pas entendre parler de ça. Je me disais, attends, on dit que l'herbe est plus verte ailleurs, mais bon, en fait, c'est pareil. Tu vois, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Et là, chez nous, l'herbe, elle est en train de pourrir, en fait. Il n'y a même plus d'herbe plus verte. Quoi. Ah oui, exactement. Donc, moi, je regarde ce qui se fait à l'étranger. J'investis au Maroc là, je vais probablement investir à Dubaï pour diversifier, mais parce que je peux, entre guillemets, je fais pas tapis sur ça. Si ça se passe mal, je fais pas tapis. Et j'ai surtout commencé à investir en France parce que l'effet de levier à l'étranger, c'est compliqué. Oui, mais après, t'as aussi t'as tes fondations aujourd'hui, tu peux te permettre voilà. Je suis plus âgé que vous, même si on dirait pas, si on voit. Non, je suis plus âgé que vous, et donc le parcours, et pour moi, il est entre guillemets, voilà. Mais si aujourd'hui j'étais jeune et que je me lançais, j'investirais en France, déjà ma RP, je ferais du locatif. Par contre, je regarderais peut-être ce qui se fait à l'étranger pour essayer d'avoir une diversification et me dire, bon, bah, si ça vraiment ça tourne vinaigre, bon, bah, au moins, j'ai déjà fait ça, quoi. Mais tu resterais ici, quoi. Il y a pas de... Bah, moi, la question de l'expatriation s'est posée. Maintenant, moi, je suis parti à l'étranger quand j'étais plus jeune, aller vivre à l'étranger. Je suis parti à vivre à Londres, par exemple, plus jeune. Bon, mais dans ma tête, c'était pas une expatriation à vie. J'aurais pu, hein. Je pense que si j'avais pas eu le travail que j'ai après en France, je pense que je serais resté. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que les gens réfléchissent vraiment expatriation. Et c'est notre cas, voilà, si je peux me permettre. Mais les jeunes, mais pas que les jeunes. Moi, j'ai des amis, j'ai eu des clients avec l'agence immobilière, donc on a vendu la maison donc, sur Mougins, là près de Cannes. Des gens qui avaient une belle situation, ils avaient une très belle maison à Mougins qu'ils venaient d'acheter pour venir y vivre et rentrer de Dubaï où ils étaient partis pour travailler. En fait, ils sont revenus un été, ils ont dit non, on repart. Non, on repart. Et ils y sont depuis bientôt 2 ans, 3 ans qu'ils y sont. Et eux, ils vont expliquer sécurité, éducation, business, entrepreneuriat. Et ils peuvent plus. Par contre, ils voyagent, ils adorent la France, ils sont attachés. Et ce sont les premiers attristés
Faut pas croire que les gens qui s'expatrient, c'est des gens qui sont Ah non, anti-France. Justement, non, tu mais pars non. de la France parce que tu l'aimes trop. Ouais, tu peux pas l'avoir, tu veux plus l'avoir décliné comme ça, Se quoi. mutiler, bien sûr. Mais après, c'est vrai que du coup, tu fais bien de le dire, l'expatriation, ça dépend quand même de beaucoup de critères, tu vois. C'est qu'on parlait politique. Euh, Je me permets de parler un petit peu pour toi, Jo, parce que je sais qu'on est d'accord sur ça. Mais pour nous, non, effectivement, la politique, elle a plus aucun sens. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, personnellement, moi, c'est ce que je pense. J'estime que c'est un jeu auquel tu joues et auquel tu as déjà perdu. J'estime que C'est Coluche, si- ouais, qui disait ça. c'est Laurent Berton. Ah, Non, d'accord, ouais. ouais. Et nous, aujourd'hui, en tout cas moi, de ce que je pense, c'est par rapport à la responsabilité intrinsèque des gens. Parce qu'aujourd'hui, la décadence, c'est bête, hein, mais tu peux aller, elle est palpable. C'est-à-dire que quand tu marches, je vais faire un chantier à Marseille, je la vois de mes propres yeux. Si tu veux. Donc c'est pour nous justement responsabilité intrinsèque. Donc ça, le retour vers le spirituel, tu vois. C'est comment te dire, l'éducation déjà. Et après ça, ouais, ça englobe énormément de critères, mais globalement, c'est surtout de la responsabilité intrinsèque. C'est d'être conscient justement de ton pays. Je te demande pas d'être un entrepreneur, etc. On parlait de ça tout à l'heure. Pas d'être un entrepreneur, de faire 600 entreprises, etc. C'est d'être au moins, que ce soit physiquement fonctionnel, que ce soit un minimum cultivé, érudit, retour vers le spirituel, donc nos racines, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Je pense que les gens ont vraiment besoin aujourd'hui d'une. En fait, on est tellement scissionnés, il y a tellement de scissions, que tu remarques que en fait, les gens veulent absolument se mettre dans des cases. Et moi, je pense que le retour vers le Christ en fait partie. Et je pense que si. Il y a probablement un manque de repères aussi. C'est-à-dire que le clan familial qui est délité, il y a 30-40 ans, alors je dis pas que c'était bien, tu avais des fois des femmes qui restaient avec leur mari parce qu'elles n'avaient pas le choix financièrement, mais il y avait quand même des repères familiaux. L'éducation, moi je vois quand mes enfants me parlent, pourtant je sais être sévère, mais je veux dire, je fais attention. Moi je me serais jamais permis de parler comme ça à mes parents ou à mes profs. Il y a l'autorité qui est moindre du clan familial déjà, scolaire, éducationnel. Et je pense que beaucoup de gens en manque de repères et en manque de limites, en manque d'autorité, vont rechercher ça ailleurs. La spiritualité peut être une façon justement de retrouver un sens. Là, tu parlais de responsabilité individuelle. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est vers un nivellement par le bas, comment dirais-je, culturel aussi, en France, qui fait que les gens ont de moins en moins de facilité à penser, à réfléchir par eux-mêmes. C'est plus ou moins ça ce que je voulais dire. Ouais, J'arrivais c'est ce que pas j'ai à trouver compris. le mot. Ouais. Et du coup, ça va être difficile d'attendre d'eux qui prennent conscience individuelle de ce qu'il y a pour se prendre en main, tu vois. Ils attendent maintenant beaucoup de l'État. Voilà. Et maintenant, tout est collectif, en fait. Tu vois, c'est des moutons. Et finalement, est-ce que c'était pas voulu ? Les gens, quand tu as le pouvoir, tu veux quoi ? Tu veux qu'ils votent pour des gens que tu as envie pour lesquels ils votent. Tu as envie qu'ils bouffent. Tu as envie de les influencer, en fait. Donc, une fois que tu as l'appareil médiatique, alors on n'est pas dans le complot, hein, mais bon, je sais pas. C'est même plus être dans le complot aujourd'hui. Oui, bah, tu le vois, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment, quand tu regardes des entretiens, même dans la rue, des micro-trottoirs, il y a dans les années 70 ou 80, vous n'étiez pas né, mais 90 même, eh ben, non, mais tu te rends compte que les gens, ils avaient quand même une façon de parler, d'argumenter, une élégance, mais même dans les quartiers populaires, hein, Ah oui, bien sûr. qu'aujourd'hui a disparu parce qu'on n'a plus C'est quoi de... Koubé aujourd'hui? Hein? C'est quoi Koubé? Koubé Non, mais et c'est pas Madéa où t'es trop incroyable dans le langage. on a Fallait que je le place, c'est obligé. on a et même culturellement, quand tu remontes dans le cinéma, dans la musique, dans le rap, etc. Alors peut-être que je suis un vieux con, que je suis nostalgique, mais Pas du tout. j'ai le non. sentiment qu'on décline aussi. Franchement, le cinéma, Culturellement, moi j'adore. Ouais, Surtout qu'ils sont très orientés idéologiquement maintenant aussi. Ouais, Oui, mais puis c'est maintenant, surtout ça, ouais. maintenant, effectivement, on leur dit qu'il y a des quotas de choses à prévoir dans les films, etc. Ça enlève beaucoup de spontanéité. En fait, t'as l'impression qu'ils répondent à un cahier des charges Ouais. dans toutes les séries, le cinéma, les Netflix, etc. Ça, c'est vrai. C'est dommage. Bon. Même pour trouver un bon film maintenant, putain, je vais. Ah, moi, je me refais les... Ah, mais j'en ai marre. Moi, j'adore aller au cinéma avec ma compagne et putain, En plus, maintenant, t'as vu le prix des places? Tu payes 16 balles, 16 même balles pour ta place. Même pour te marrer, hein, l'humour. Ouais, c'est terrible. Hein. Voilà, donc... C'est compliqué. Je suis rarement, très très rarement sorti là de ces derniers temps, me dire ah, putain, ce film il valait le coup quoi. Parce qu'on n'y arrive plus, je sais pas.
Décadence. Et puis donc pour en revenir à ce que tu disais, Max, effectivement, il serait pertinent que beaucoup de personnes prennent conscience individuellement de ce qui se passe et se portent, soient autonomes pour réagir. Mais En fait, je n'ai pas le sentiment que c'est ce qui va se passer. je suis complètement d'accord avec toi. C'est un changement de chimie intérieure. C'est pas, bon, nous, parce qu'on est un petit peu là-dedans aussi, mais c'est tu travailles un minimum ton physique, histoire d'être fonctionnel. Tu te cultives, tu te renforces spirituellement. Et en fait, indirectement, tu vas commencer à devenir ambitieux, tu vas commencer à vouloir, entre guillemets, produire. Tu vois. C'est plus dans ce sens-là, en fait, Bien sûr. que de vivre dans une vague. Tu commandes. Ça peut être con, mais ça peut être juste. Quand je parle de responsabilité, ça peut être simplement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on disait dans le deuxième podcast, c'est fais ta propre assiette si tu veux. Arrête de commander sur Deliveroo, arrête de. Bien Tu sûr. vois. Mais Sans conscience, en fait, tu te respectes pas, en fait. Quand tu bien manges, sûr, bien sûr. Mais tu- cette prise de conscience, une personne ne va pas l'avoir naturellement si elle est entourée, si elle navigue dans un microcosme médiatique ou amical de gens qui ne pensent pas comme ça. C'est-à-dire que, regarde, toi, tu t'entoures de gens, entre guillemets, qui ont ce même état miroir. d'esprit, tu vois, Mm. et tu as totalement raison. Il faut se renforcer physiquement, spirituellement, etc., évidemment. Mais vu que les gens utilisent leur esprit, leur cerveau pour réagir, s'ils n'ont pas, je vais pas parler d'intelligence, mais au minimum d'intelligence émotionnelle pour se rendre compte qu'ils sont pas dans le bon chemin et qu'il faudrait qu'ils utilisent ces leviers-là d'évolution, ça va être compliqué pour eux d'y aller, quoi, tu vois. Ça peut paraître facile, logique pour toi, mais quelqu'un aujourd'hui qui est dans la souffrance, qui a des difficultés, va préférer aller en vouloir à celui qui réussit, à dire il faut les taxer plus pour que moi, mon assiette grandisse, plutôt que de se dire attends, lui il a fait ça, il a réussi, peut-être il faut que je travaille plus pour avoir plus. Parce qu'en réalité, c'est ça. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus facile quand tu nais dans la soie, quand tu as des parents qui ont de l'argent, etc. Mais tu peux, aujourd'hui en France, en tout cas, on n'est pas né au continent africain. Je veux dire, on a quand même, au départ, quand tu nais, tu as quand même des chances, même si tu nais dans les quartiers populaires, tu peux quand même, si tu as envie, alors l'éducation, elle est escalée, publique, elle est escalée, mais tu peux aller, tu as l'éducation qui est gratuite, tu peux aller essayer de réussir un parcours déjà scolaire, ensuite t'orienter vers une filière entrepreneuriale si tu le souhaites, ou même salarié pour investir, et ensuite, une fois que tu as bien investi, te lancer dans l'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, on peut le dire aussi, mais c'est aussi une façon de dégager du temps, parce que ça a été pour moi en tout cas, et de dégager du temps pour quitter partiellement ou totalement ton emploi et investir à côté, et lancer ton business à côté. C'est un peu ce que recherchent d'ailleurs souvent les gens, les libertés financières par l'immobilier, etc. Ouais. C'est souvent quand on parle liberté financière, en général, le premier point qui est devant la scène, c'est vraiment l'immobilier. Ouais, après, la liberté totale financière, il faut vraiment y aller fort en immobilier. Mais en tout cas, se libérer du temps. Ah non, pour tu peux être rentier en 5 mois. Même s'épanouir aussi. 5 semaines. Mais oui, c'est pas bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un aujourd'hui en France qui part de rien, c'est plus facile de rien faire que de se battre pour y arriver. Mais on peut quand même y arriver, ça prend du temps. Mais je sais pas si les gens ont le temps, en fait. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qui est quand même un levier d'influence majeur, les gens veulent l'immédiateté tout de suite. Tout. Et ils vont comparer leur vie intérieure à eux, à la vie extérieure des gens. Tu vois, sur les réseaux, c'est pas le mec qui met son jogging, qui va au champ avec sa femme et ses gamins, qui va regarder les prix des bouteilles de lait pour savoir. Enfin, c'est pas ça. Tu montres que les choses faciles. Tu vois, même moi, à mon petit niveau, ma petite audience, j'essaie de montrer. Une fois, j'ai un peu des galères sur le chantier que j'ai de ma maison, mais sinon, j'essaie de produire des choses positives. D'être dans le vrai. Le vendeur de vérité. Oui, c'est ça. Voilà, initialement, c'était ça, VDV, vendeur de vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais parler des galères. J'ai eu une année 2025, les gars, horrible. Enfin, professionnellement, j'ai perdu des amis qui sont décédés, j'ai eu des trucs vraiment. Voilà, c'est la vie. J'ai la chance, j'ai mes parents, j'ai mes enfants, ma compagne, tout va bien. Et tout le monde, tu trouves toujours quelqu'un qui a des problèmes plus importants que les tiens. Mais tu dis, allez, voilà, c'est comme ça, j'ai une année de merde, je vais avancer, je vais continuer à avancer, etc. Mais si les gens qui me suivent, par exemple, et je suis tout petit, peut-être qu'ils ont l'impression que tout va bien. Que, voilà, alors, moi, à mon niveau, mais alors, imagine les influenceurs immobiliers. Ils suivent. J'ai l'impresant que les mecs, ils sont tout le temps en vacances, restaurants de luxe, ils roulent en Porsche et tout. Et eux, forcément. Je vais rebondir après. Ouais. Eux, ils vont forcément comparer leur vie intérieure avec ça. Et ils vont pas se dire il faut que ça prenne 10. Je vais prendre 10 ans pour arriver à cette vie-là. C'est ça le problème. Partie 2, bientôt disponible.